Allez, aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature, 1984, de George Orwell. C'est une œuvre qui, des décennies plus tard, continue de façonner notre regard sur le pouvoir, sur le contrôle et, finalement, sur la vérité. Dès le début, l'ambiance est posée, on est tout de suite dans la tête de Winston Smith, notre protagoniste, dans ce monde où le silence peut être brisé à n'importe quel moment par une musique militaire assourdissante. C'est un monde de tension constante, de confusion. Alors, explorons un peu cet univers. Bienvenue en Océania. C'est l'un des 3 super-États qui se partagent le monde. Et ici, la surveillance totale et le contrôle de la pensée, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de tous les jours. Une réalité absolument écrasante. Et l'outil principal de cette surveillance, c'est le télécran. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une télé qui diffuse de la propagande. Non, c'est un espion, un mouchard. Il regarde, il écoute en permanence. L'idée même d'avoir un moment à soi, d'intimité, ça n'existe tout simplement plus. Il n'y a aucune échappatoire. Et le contrôle va bien au-delà des actions physiques. Le parti veut contrôler la pensée elle-même. Ces 3 slogans, ils illustrent parfaitement le concept de la double pensée. C'est quoi? C'est cette capacité à croire à 2 idées complètement contradictoires en même temps. La réalité objective n'a plus d'importance, seule compte la réalité décrétée par le parti. Et Winston, il est au cœur de cette machine. Il travaille au ministère de la Vérité. Le nom est d'une ironie totale, bien sûr. Son boulot, c'est de réécrire l'histoire tous les jours pour qu'elle colle à ce que le parti a décidé. La vérité devient malléable, liquide, complètement sous contrôle. En contrôlant le passé, le parti s'assure de contrôler le présent. Mais voilà, même dans le système le plus oppressif qui soit, l'esprit humain, il cherche la moindre fissure. Voyons comment la rébellion de Winston, qui est d'abord toute petite, toute secrète, commence à prendre forme. Son premier acte de défi, ce n'est pas une bombe. C'est un acte de mémoire. Tenir un journal intime, c'est un crime pensé. C'est une tentative de garder une trace de sa propre réalité, de sa propre vérité. Un acte puni de mort. C'est l'affirmation de son moi face à un régime qui veut tout effacer. Et cette rébellion solitaire va prendre une toute autre tournure avec l'arrivée de Julia. Elle incarne une autre forme de dissidence. Elle se fiche de la grande idéologie, du renversement du parti. Sa rébellion, elle est personnelle, charnelle. Elle se bat pour les petits plaisirs, pour le droit de vivre et d'aimer. Et c'est ça qui est fascinant, cette comparaison entre les deux. Winston se bat pour une idée, pour le futur, pour la vérité, avec un grand V. Julia, elle, se bat pour le présent, pour le droit de ressentir des choses. D'un côté, la révolte politique, de l'autre, la révolte de l'instinct. Ce sont vraiment 2 facettes de l'opposition au régime. Alors ensemble, ils se construisent une petite bulle d'espoir, mais une bulle très fragile. Une liaison interdite, une chambre qui devient leur sanctuaire, un monde à part. Et cet espoir les pousse à croire qu'une résistance organisée existe, et ils pensent la trouver en la personne d'O'Brien, un membre du parti intérieur. Mais en Océania, l'espoir, c'est le piège le plus dangereux qui soit. Et cette bulle, bien sûr, elle va éclater. On passe maintenant à la 3e partie, la plus sombre, dans le lieu le plus redouté de tous, le ministère de l'amour. Le retournement de situation est brutal, total. La voix qui sort du télécran caché, c'est celle du gentil antiquaire. Et celui qui dirige leur arrestation, c'est O'Brien. O'Brien en qui ils avaient mis toute leur confiance. La trahison est absolue. Le piège s'est refermé. Et leur capture nous amène à la question centrale du roman, la question que Winston se pose depuis le tout début. Pourquoi? À quoi bon toute cette cruauté, toute cette manipulation sans fin? Quel est le but? La réponse, elle est donnée par O'Brien lui-même, pendant qu'il torture Winston. Et elle est d'une clarté à vous glacer le sang. Le parti ne cherche pas le pouvoir pour le bien du peuple, ou pour une quelconque utopie. Non. Le parti cherche le pouvoir pour le pouvoir. Point final. C'est sa seule et unique raison d'être. Et O'Brien détaille cette doctrine. Le vrai pouvoir, explique-t-il, ce n'est pas le contrôle sur les choses, sur la matière, c'est le contrôle sur l'esprit des gens. Si le parti peut dicter ce que les gens pensent, alors il peut dicter ce qu'est la réalité. 2 et 2 peuvent faire 5, si le parti le décide, et ça devient vrai. Du coup, le but de la torture, ce n'est pas de punir, c'est de guérir le dissident. Le parti ne veut pas créer de martyrs. Il veut que ses opposants se convertissent, qu'ils voient la vérité du parti, et surtout, qu'ils l'aiment sincèrement avant d'être éliminés. Et ça nous amène à la conclusion absolument dévastatrice du parcours de Winston. Ce n'est pas l'histoire d'une défaite héroïque. C'est la chronique d'un anéantissement, la destruction totale d'un individu. Après des semaines, des mois de torture, l'esprit de Winston est brisé,
mais pas encore son cœur. Au fond de lui, il aime toujours Julia. Alors, pour l'étape finale, pour sa guérison complète, O'Brien l'emmène dans un endroit conçu pour détruire ce dernier bastion d'humanité. La chambre 101. Le concept de la chambre 101 est terrifiant. La torture, là-bas, est sur mesure. Elle contient la pire chose au monde. Et cette chose, elle est différente pour chacun, pour chaque prisonnier. C'est l'arme psychologique ultime du parti. Pour Winston, cette horreur absolue, ce sont les rats. Et face à eux, son dernier lien d'amour, de loyauté, explose en éclats. Il hurle pour que la torture soit infligée à Julia, pas à lui. À cet instant précis, l'instinct de survie a tout balayé. Il a trahi la seule chose qui le rendait encore humain. Et avec cette trahison ultime, c'est fini. La bataille intérieure de Winston est terminée. Il n'y a plus de conflit, plus de résistance, plus rien à défendre. C'est comme ça que le roman se termine, sur ces 2 phrases glaçantes. La conversion de Winston est totale. Le parti a gagné. Il n'a pas seulement brisé son corps, il a conquis son âme. Winston aime, sincèrement, la figure de son bourreau. Finalement, le livre nous abandonne avec cette question fondamentale. Si tous les documents sont changés, si toutes les mémoires sont effacées, est-ce que la vérité objective existe encore ? C'est une interrogation qui continue de nous hanter bien longtemps après avoir refermé le livre.